Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous profitez pleinement des activités que mettent à votre disposition les professeurs. Alors pour ma part, nous allons continuer la réflexion sur Antigone et comme vous le voyez, regardez l'intitulé de la leçon. On va continuer toujours donc l'étude de la scène 12, c'est la suite et la fin de cette longue confrontation entre Créon et Antigone. Et là, c'est un dialogue qui porte sur le bonheur. La référence, c'est les pages 90-97. Donc vous devez revenir sur le texte pour essayer de comprendre donc l'étude de ce passage. Alors, on va commencer par situer le passage. Créon essaie de faire entendre raison à Antigone. Faire entendre raison à Antigone, c'est-à-dire il essaie de la dissuader, de la convaincre, et pour cela il avance plusieurs arguments, et on a vu la dernière fois que c'était presque le triomphe de Créon, donc il semble finalement réussir à convaincre sa nièce, mais on va voir la suite, est-ce qu'il a réellement réussi ou pas. Bien, alors nous allons essayer de démontrer, de réfléchir ensemble sur ce dialogue sur le bonheur, et sur l'attitude de chacun de ces personnages. Alors tout d'abord, le premier axe, je l'ai intitulé « Le paternalisme et la sagesse de Créon ». Bon, sagesse, ça donne l'adjectif sage. Paternalisme, c'est le nom qui vient de père, n'est-ce pas? Donc ce qui veut dire que Créon va essayer donc de se substituer au père, de remplacer le père d'Antigone, donc d'avoir une attitude plutôt paternaliste. Il va être comme le père, enfin il va se placer dans cette position donc de père par rapport à Antigone. Alors d'abord, ce qui le montre, c'est cette didascalie. Créon s'approche d'elle, donc il essaie de s'approcher physiquement d'Antigone. Et puis la question, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, que nous avons vu tout à fait donc l'analyse du dernier passage. Ensuite, donc, dans la réplique suivante, il va employer des phrases impératives telles que « marie-toi, ne reste pas trop seul, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Tout cela montre qu'il porte un intérêt donc à Antigone, qu'il se soucie d'elle et qu'il lui donne des conseils. Il s'approche d'elle physiquement, mais aussi par les paroles. Alors d'abord, regardez, par cette concession, il lui dit « je te comprends ». Je buvais tes paroles, qui est évidemment bien sûr une figure de style. Ensuite, il essaie de s'approcher toujours par les paroles, par les propos, en établissant cette comparaison, comme toi. Puis, en rappelant son portrait à 20 ans, un petit Créon maigre et pâle. Alors ceci doit vous rappeler la présentation tout à fait au début de la pièce par le prologue, quand il a présenté le personnage d'Antigone, il l'a justement dépeint comme un personnage maigre et pâle. D'où le rapprochement entre les deux personnages. Donc, il incarne aussi la sagesse, on a dit tout à l'heure, par ses paroles, par ses propos. Il emploie des phrases avec des verbes au présent qui ont une valeur de vérité générale. La vérité générale, c'est la vérité que l'on n'a pas partout, qui demeure quel que soit le temps ou l'époque, ou quel que soit le lieu. Rien d'autre ne compte. La vie n'est pas ce que tu crois. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Alors voici, j'ai pris ces trois phrases, mais il y en a d'autres évidemment. Et vous remarquez que dans chacune de ces phrases, on emploie le présent de l'indicatif, de compte qui est le présent de vérité générale. Alors, vous avez remarqué que dans la dernière phrase que j'ai choisie, il y a le mot bonheur, parce que ça va être l'enchaînement tout à l'heure qui va tout faire basculer, tout faire changer. Donc, si on veut retenir quelque chose de ce premier axe, c'est que Créon incarne, il représente le père protecteur et sage. Bien. Alors, en ce qui concerne le deuxième axe, nous allons réfléchir à l'attitude d'Antigone. Bon, je l'ai intitulé « L'impulsivité d'Antigone », c'est-à-dire ça concerne sa réaction. Je vous rappelle que quelqu'un d'impulsif est quelqu'un qui réagit rapidement sans réfléchir. Donc c'est pour cela que j'ai mis entre parenthèses sa réaction rapide et révoltée. Révoltée parce qu'elle va
rejeté en bloc justement donc la proposition de son oncle Créon. Alors d'abord, dans l'échange, je rappelle que dans l'échange précédent, tout de suite qui vient après celui-là, c'était Créon qui dominait le dialogue. Et Antigone se contentait tout simplement de réponses courtes, telles que le oui qui a été répété 2 fois. Mais il y a eu un mot qui a été un mot déclencheur, qui va tout changer, c'est le mot bonheur. Alors c'est pour cela que j'ai mis donc le mot bonheur va tout changer. Et il fonctionne comme un déclencheur de la parole par rapport à Antigone. Donc c'est ce mot-là qui va la stimuler, qui va donc la pousser à prendre la parole beaucoup plus que Créon dans le passage sur lequel nous sommes en train de réfléchir. Alors, Antigone devient rapidement insolente à l'égard de Créon. Je vous rappelle qu'insolente, ça veut dire qu'il n'a plus de respect. N'oubliez pas que c'est son oncle. D'abord, ce qui le montre, c'est l'emploi du tutoiement. Elle commence à le tutoyer. Voici donc des énoncés qui le montrent. Je te vois, veux-tu. Ensuite, par l'emploi de ce vocabulaire peu respectueux que j'ai intitulé vocabulaire péjoratif, tel que petit pli sur le visage, graisse autour de toi. Évidemment, il fait. N'oubliez pas que le prologue nous a présenté Créon comme un personnage qui est fort, physiquement parlant. Donc, il est en train de lui dire qu'il est donc obèse, enfin qu'il est gros. Et puis le terme cuisinier, qui est un terme principal, cuisinier, qui veut dire que c'est quelqu'un qui est dans la cuisine, dans les coulisses, n'est-ce pas, et qui accepte les choses telles qu'elles sont. Alors, donc, cela entraîne un inversement des rôles. Maintenant, c'est Antigone qui domine le dialogue. Et nous voyons que Créon maintenant a beaucoup de difficultés à répliquer, à répondre à Antigone. Il est incapable de le faire. D'abord, il se contente de répéter le verbe se taire, pardon, tais-toi plusieurs fois, et puis il commence à l'insulter, imbécile, folle, etc. Ce qui dénote chez Antigone une absence d'argumentation et de maîtrise de soi. Il n'est plus maître de lui-même, il dit n'importe quoi. Alors, donc, ce que nous devons retenir de ce deuxième axe, c'est qu'entre toute attente, on ne s'y attendait pas, et tout d'un coup, donc, justement, à cause de l'emploi du mot bonheur, les rôles se sont inversés, et maintenant, on va parler justement de ces deux conceptions. La confrontation va porter sur la question du bonheur. Bien. Alors, l'essentiel de ce passage va tourner autour de ce troisième axe, qui est donc la conception du bonheur, le point de vue de chacun des adversaires de ceux qui s'affrontent, à savoir Créon et Antigone, sur cette vision qu'ils ont donc du bonheur. Donc nous allons commencer tout d'abord par la vision de Créon. Créon se considère comme quelqu'un donc de mûr, d'assez expérimenté. Il est âgé déjà. Et ce qui le montre, c'est l'emploi de ce champ lexical dans ce passage-là, donc de la vieillesse, rite, sagesse et petits plis sur le visage. Donc on insiste beaucoup plus sur son âge et donc sur son expérience. Ensuite, il y a ses paroles. Voilà donc un énoncé que j'ai dégagé une des répliques de Créon. La vie n'est pas ce que tu crois, n'est-ce pas? Ce qui montre qu'il veut montrer qu'il y a une opposition entre sa vision à lui des choses et la vision donc d'Antigone, entre la vision de la jeunesse et celle des personnes adultes, et que, selon lui, selon son optique, c'est lui qui a raison parce qu'il a accumulé donc beaucoup plus d'expérience. Alors maintenant, il passe à sa propre conception du bonheur. Donc, pour lui, le bonheur consiste en le fait d'accumuler de petites choses du quotidien. C'est-à-dire, ça consiste en la réunion donc de petites choses du quotidien. Ce qui le montre, c'est cette énumération, cette figure de style qui est très connue, qui est donc courante. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Vous voyez que j'ai souligner ces termes-là parce qu'ils renvoient à des choses tout à fait banales, des choses tout à fait futiles auxquelles on ne fait pas attention et auxquelles on est habitué donc tous les jours dans notre quotidien, un livre, un outil, un enfant, un banc.
Ensuite, le fait qu'il insiste sur le mariage, donc il y a l'occurrence, la répétition de cet énoncé marie-toi 2 fois, montre que dans l'ensemble, cette conception, cette vision du bonheur de Créon est une conception traditionnelle, qui est commune, c'est-à-dire que l'on trouve, c'est ce que pensent la plupart des gens, et qui est réaliste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout idéaliste, par opposition évidemment donc, à la conception d'Antigone que nous allons voir tout de suite. Et ça consiste en quoi? Ben, tout simplement se marier, avoir des enfants, travailler, avoir un travail, donc avoir une maison et profiter de certaines joies simples que la vie nous offre. Bien, alors nous allons passer à présent à la vision d'Antigone du bonheur. D'abord, il faudrait remarquer qu'elle repose sur le refus entier, sur le rejet total de cette vie paisible proposée par Créon. Donc elle rejette en bloc la conception du bonheur de Créon. D'abord, ça se manifeste par l'emploi et l'insistance sur le mot « tout », et surtout sur le caractère immédiat. Immédiat, ça veut dire qu'elle veut qu'elle ait ça tout de suite, n'est-ce pas? Je veux tout et tout de suite. Ensuite, elle développe une argumentation dans laquelle elle ne fait aucune concession. D'abord, l'argumentation est construite autour d'une série de questions à propos du bonheur. Par exemple, quel sera-t-il? Quelle pauvreté? Son petit, bon, je sautais un passage, évidemment, son petit lambeau de bonheur. Remarquez l'expression petit lambeau de bonheur, c'est un petit morceau, n'est-ce pas? Donc là, nous voyons que nous avons un champ lexical assez important du mot bonheur, bonheur qui est répété plusieurs fois, puis ensuite heureuse, etc. Nous avons tout de suite remarqué que Créon, il ne peut plus répondre à ces questions. Ce qu'il montre d'abord, c'est cette didascalie, il hausse les épaules, et puis l'absence totale donc, de réponse. L'argumentation est également basée autour de l'affirmation de départ. Quand donc, Créon lui a posé la question « Est-ce que tu aimes aimant ?» Il a répondu « Oui, j'aime aimant ». Mais tout de suite, elle objecte, elle nuance justement cette affirmation par le connecteur logique « mais » qui exprime une opposition. Ensuite, l'emploi à plusieurs reprises de l'adverbe « si », qui est un adverbe de condition, d'hypothèse. Donc nous avons ici comme figure de style l'anaphore. Et à la conclusion, parce que c'est un vrai raisonnement, donc à la conclusion annoncée par l'emploi du connecteur « alors ». Et surtout, dans son raisonnement, elle alterne à la fois donc l'expression « doit » ou « il ne doit pas », ce qui montre que ce raisonnement pose les bases de l'amour d'Antigone pour aimant. Oui, j'aime aimant, mais voilà mes conditions. Il faudrait que ce soit un amour total et sans concession, et il le dit clairement, un amour dur et jeune, je vais souligner d'ailleurs les adjectifs dur et jeune, exigeant et fidèle comme moi. Bien, ce qu'on va retenir donc de ce troisième axe qui est relatif à la conception du bonheur chez Antigone, c'est qu'il a une vision idéaliste qui refuse la médiocrité. Ce qui le montre, ce qui le prouve, c'est cet indice-là, petit lambeau de bonheur, petit morceau de bonheur. Elle ne se contente pas des demi-mesures. Je ne veux pas donc des petites choses, mais je veux un bonheur absolu, parfait et sans attendre, immédiat. Donc, à la fin de cette confrontation entre les deux points de vue des deux personnages sur le bonheur, on comprend que leurs deux points de vue sont radicalement opposés. C'est ce qui nous pousse à arriver à cette synthèse-là. Donc, ce qu'on va retenir de cette confrontation dans cette suite de la scène 12, c'est que les deux personnages s'opposent totalement sur la question du bonheur. Le premier, Créon, le trouve dans des petites choses du quotidien. Nous avons énuméré avant, à travers cette accumulation, un banc, donc des choses simples, donc un enfant, etc. L'autre le voyant comme un tout idéal et inaccessible. Pourquoi inaccessible? Parce que
Antigone sait qu'elle va mourir et qu'elle n'aura jamais accès à ce bonheur. Mais en fait, si on y réfléchit, on peut trouver qu'il y a quand même un point commun entre les deux conceptions. Parce que Créon et Antigone sont à la recherche, ils sont en quête d'un même bonheur. Mais celui-ci, la conception, la façon de voir, de regarder ce bonheur-là, de concevoir ce bonheur, diffère de l'âge, selon l'âge évidemment. Alors, parce que évidemment, Créon a accumulé donc des années d'expérience et il voit les choses différemment donc de sa nièce qui est encore très très jeune. Mais Antigone ne le comprend pas encore dans ce passage et il faudrait attendre qu'elle soit en face de la mort, donc dans les dernières scènes où il va être condamné, où il va être exécuté, pour qu'elle comprenne enfin donc le sens de ce que lui disait Créon. Et la preuve en est, c'est comme en témoignent ces deux répliques, Créon avait raison. Remarquez l'emploi donc de l'imparfait, n'est-ce pas? Donc avait raison, c'est-à-dire quand il m'avait dit, quand il m'avait expliqué sa conception du bonheur, et surtout, je le comprends seulement maintenant. Le seulement maintenant renvoie évidemment au moment de l'énonciation, c'est-à-dire au moment où Antigone est face à la mort, combien c'était simple de vivre. Merci.